Bienvenue sur cette chaîne. J'ai envie de vous parler avec une vision parmi d'autres de la différence entre l'amour inconditionnel et l'amour intentionnalité, l'amour intentionnel. Je me baserai notamment sur quelques pages des 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Et puis, ces quelques lignes pour faire comprendre la différence entre un amour illusoire qui est une pensée que je ne peux pas toucher et un amour que je peux sentir dans ma condition humaine qui est faite de matière. Mon corps est fait de matière, mon cœur aussi. Et souvent, on entre en amour par la pensée. On décortique l'amour, on le pense, on le réfléchit. On analyse ce que l'autre doit faire ou ne pas faire pour que je lui donne, pour que je m'abandonne à l'amour ou pour que je cesse de donner. Et on ne s'abandonne pas à l'amour forcément. L'amour inconditionnel, c'est d'aimer une personne telle qu'elle est, ou c'est d'aimer l'autre sans aucune condition comme un enfant. Aujourd'hui, dans notre société, très peu de parents aiment leurs enfants de manière inconditionnelle. Nous sommes des êtres de conditions, profondément, avec un parcours, des blessures. L'amour inconditionnel, ça n'a rien à voir avec le désir ou le sentiment d'attachement ou l'attraction, même si tout ça, ça existe en même temps dans nos vies. L'amour inconditionnel, c'est plutôt une manière d'entrer en relation dans l'amour, d'aimer l'autre entièrement, globalement, de prendre toutes les parties de l'autre et de l'accepter tel qu'il est, avec aucune réserve, avec ses défauts, ses qualités et surtout de pouvoir aimer cet autre en chemin. C'est-à-dire que je sais te regarder avec les yeux de la confiance vers où tu peux aller et vers où tu vas aller. Et j'ai toute confiance en toi, en ton processus, en ton chemin. Et je t'aime pour ce que je vois de toi que tu ne débloques pas. Je vois pour les parties de toi que je vois bloquées. Je ne vais pas faire à ta place, je vais être à côté de toi durant ce chemin. Et je fais confiance que ce chemin, tu vas le faire. Cet amour, il est souvent cité comme celui qu'on réserve aux enfants parce que un bébé, prenez un nourrisson a besoin d'être contre sa mère. Les premiers mois, il ne fait pas la différence entre lui, son sentiment d'existence et sa mère. Il a besoin de sa mère pour être langé, changé, nourri et il ne peut exister sans. Donc il n'y a pas à cet âge-là, à ce moment-là, de différenciation entre qui est ma mère et qui est moi. Les adultes qui ont été profondément blessés au stade de l'attachement ont beaucoup de difficultés adultes à s'abandonner dans l'amour et c'est des personnes qui souvent réfléchissent beaucoup, qui pensent beaucoup l'amour mais qui ont tellement du mal à reconnecter à ce contexte en fait peau à peau parce que entre 0 et 18 mois, il a été blessant dans l'enfance. Soit on avait un parent tout le temps occupé, soit étouffant, soit distant et il y a eu quelque chose dans la régulation du parent protecteur qui n'a pas été fait. Donc je n'ai pas pu intégrer ça en grandissant. Ça paraît rare de pouvoir offrir un tel amour à quelqu'un, surtout au sein d'un couple, parce que est-ce que l'amour inconditionnel est un amour sans limite? Est-ce qu'un amour inconditionnel est bénéfique? Est-ce qu'il y a des risques et des déséquilibres à aimer de cette manière? Et est-ce que quand on se bute à nos blessures respectives, c'est possible, sachant qu'on va trouver une personne bien choisie en face pour nous faire travailler nos plus grosses blessures. Alors, quand tout d'un coup l'autre m'active, me met en colère, me fait honte, me réactive des blessures de rejet, d'humiliation, de harcèlement, des vieux souvenirs, et que mon corps réagit dans l'émotion à ces mémoires parce que ces mémoires ressortent, est-ce que je peux rester dans l'amour inconditionnel alors que mon système nerveux et tout mon être est en train de se protéger? Quand je parle de conditions humaines, je ne parle pas du mental. On peut avoir compris ça et avoir envie d'aimer inconditionnellement, mais qu'est-ce que je fais dans l'histoire de mon corps qui va réagir au contact de l'autre? Est-ce que ça, c'est sans limite? Et j'ai aussi envie de vous nommer un concept qui s'appelle la liminence en amour et qui est relié à cette lune de miel ou certains diront le coup de foudre, l'alchimie temporaire
qui est un leurre en fait, qui fait croire que cet autre que je rencontre, dont je tombe amoureux, amoureuse, va être fluide et linéaire dans les années à venir dans ma relation. Et j'ai cette croyance en fait illusoire, cet espoir que toute cette relation va être nourrie par cet autre de manière linéaire et fluide, sans entrer dans un chemin du travail de la relation à deux. Et du coup, vous pouvez regarder le podcast que j'ai fait sur le coup de foudre qui explique ça au niveau physiologique de qu'est-ce qui se passe. Au niveau physiologique, ça nous fait tomber, ce cocktail hormonal, toutes nos barrières. Plus on avance dans l'âge, moins il dure longtemps. Et en fait, c'est une alchimie temporaire où on est shooté aux hormones. C'est-à-dire que soi-même, on baisse ses barrières, l'autre baisse ses barrières, on se séduit, dès qu'on se voit, on a envie de sexe, on a envie de se prendre dans les bras, tout est rose, tout est magique. Et petit à petit, les hormones s'étiolent, les énergies changent, on remonte les barrières physiques, le système nerveux de protection, les réflexes archaïques et les mécanismes de défense. Vous pouvez regarder la vidéo là-dessus sur la théorie polyvagale ou les masques dans lesquels j'explique ça au niveau du corps, de la physiologie. Ils se remettent en route. Et à ce moment-là, est-ce que je peux rester dans quelque chose d'inconditionnel ? Ou est-ce que j'entre dans un travail en fait pour que mon corps et toutes les dimensions de mon être arrêtent de réagir au contact ? Et à quel moment je peux voir que cette personne, c'est la mieux choisie pour activer ce qu'il me reste à travailler ? Et la question, c'est à quel moment je suis prêt ou je suis prête à faire ce chemin dans mon existence ? Parce que tôt ou tard, ce chemin rattrape l'être dans ses dimensions. L'idée, c'est d'identifier à quel moment je suis dans l'éther de la pensée. Une pensée, je ne peux pas la toucher, je ne peux pas la palper. Chaque personne a son intelligence différente. Certaines personnes voient des images, ont des visions, d'autres pas. Chaque personne a sa manière de réfléchir. Mais souvent, quand on est en train de réfléchir, en train de penser, en train de philosopher, on perd le lien à son corps. Au moment où on est dans la tête, on ne se rend pas compte qu'on respire plus, qu'on crispe les doigts de pied, qu'on serre la mâchoire, qu'on appuie la langue contre le palais et qu'on n'est plus ancré dans le sol, qu'on n'est plus ancré sur cette terre et qu'on n'est plus dans la matière. Et cet amour éther va souvent aller dans le focus de ce que fait l'autre ou pas, pour donner ou pas, pour recevoir ou pas. C'est-à-dire que je vais tout le temps mesurer l'autre personne, mon ou ma partenaire, pour savoir si je suis en danger ou pas, si je peux m'abandonner ou pas. Ça, c'est l'amour éther. C'est une croyance d'amour inconditionnel. Alors que dans la matière, c'est que quand je suis activée, j'en prends conscience et je fais un accompagnement, une thérapie par l'exposition. C'est que quand j'ai compris ça, là, je vais pouvoir entrer dans un amour inconditionnel matière, c'est-à-dire que l'autre m'active, j'identifie ce qui m'active et je n'ai plus besoin d'aller en pensée méta ou dans la parole expliquer à l'autre pourquoi j'agis ainsi, pourquoi il ou elle fait ça, mais je peux moi choisir de relâcher, de faire du mouvement, de dire « Attends, tu me serres trop fort, essaye plutôt comme ça », de changer quelque chose à l'instant T quand ça se produit en moi. Et il est là le chemin. Il n'est pas dans un jour je rencontrerai la personne parfaite avec qui tout est fluide et magique. Il est dans le chemin, l'amour. Ça fait 8 ans maintenant que je travaille dans l'accompagnement des couples, en séance thérapeutique, notamment en imago. Et je peux vous assurer que la méthode, je l'ai vérifiée par la pratique. C'est-à-dire que je vois les personnes, en très grande majorité, choisir un ou une partenaire qui a les blessures d'enfance dans les mêmes stades de l'enfance, qui a des costumes de survie inversés, un qui cherche le lien, l'autre qui repousse, un qui sait être romantique et qui a une intelligence émotionnelle plus développée et l'autre qui est très rationnel et pragmatique. Et en fait, on se choisit comme ça pour se rééquilibrer, pour guérir les blessures d'attachement et pour guérir aussi cette différenciation de qui est moi, qui est l'autre, qui n'a pas pu être faite de manière adéquate dans l'enfance.
Et ça donne des schémas dans la relation de tous les jours, hein. Vous, moi, chaque être humain vit ça au quotidien, aussi avec les amis, mais surtout dans la relation amoureuse, là où ça s'active. Parce qu'avec les amis ou les personnes que je croise, je peux aller offrir un câlin parce que j'ai pas d'enjeu derrière. J'ai pas d'enjeu qui m'active mes blessures, j'ai pas d'enjeu d'être sensible à l'humiliation, à la honte, à la moquerie, au rejet. Et je peux prendre des personnes dans mes bras et offrir de moi de manière inconditionnelle à des personnes que je croise parce que je n'ai pas d'enjeu derrière, je suis totalement libre de quitter le lien ou de rester. Alors que quand je décide de m'engager avec une personne, je me confronte en permanence à ça et je ne peux pas fuir puisqu'un lien s'entretient à deux et que chaque personne a des raisons d'être en lien dans une relation. C'est-à-dire que certaines personnes, quand je leur demande ce qu'elles font ensemble, ce qu'elles souhaitent d'une relation, pas forcément de leur partenaire, mais de manière générale, pourquoi j'ai envie d'être en couple, pourquoi c'est important pour moi, certaines personnes me répondent moi j'ai envie de faire plein de sports, de faire plein d'activités en extérieur. D'autres personnes me disent je veux philosopher, je veux faire des débats. D'autres me disent la vie sexuelle et intime, les câlins c'est important. Vous voyez l'idée? Donc il y a autant de réponses que d'êtres humains et de phases de vie parce que ces réponses changent au fil de la vie. Peut-être à un moment donné vous aurez envie de construire une famille, à un autre moment vous aurez envie de vous accomplir ou de découvrir le monde et de faire des voyages ensemble. Et ça, c'est très individuel en fonction de votre propre vie, de votre chemin de vie individuel. Parfois, on a été tellement blessé et des fois, on s'en rend même pas compte. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Non, mais moi, j'ai rien vécu » parce qu'elles ne peuvent pas reconnecter à ça ou qu'elles ont l'impression que ça a été tellement normal, leur vie de famille, qu'elles se rendent pas compte qu'elles sont blessées. Mais certaines personnes ont eu un parcours de vie plus difficile de là où elles reviennent, surtout les êtres très sensibles, que de s'abandonner à l'amour devient difficile. Plutôt que d'oser le sentir et m'y frotter, je vais me perdre dans des fuites mentales ou des jeux d'esprit qui analysent comment l'amour doit être plutôt que d'oser m'abandonner dans toutes les dimensions de mon être, donc ça veut dire dans mon corps, dans mon cœur, dans le ressentir profond et dans la vulnérabilité. Parce qu'au contact de l'autre qui m'active quelque chose, je ne peux plus m'abandonner. C'est la protection qui prend le dessus. C'est le système nerveux qui prend le dessus. Et là, je ne suis plus dans mon essence. Je suis dans les boucliers et la fuite. Vous pouvez regarder la vidéo sur les masques avec les différents mécanismes de défense qui viennent en nous. Si mon ou ma partenaire... tout à coup est heureuse et vient vers moi et m'enlace et a envie d'un câlin et de me regarder dans les yeux de douceur, pleine de vitalité, et que là tout à coup j'ai une blessure qui s'active et je sens qu'il y a une attente et je bloque. Mais peut-être qu'à ce moment-là, on peut juste être dans l'instant présent et partager de l'amour, oser vivre l'amour. C'est comme, je vous fais une comparaison, dans cette société, je trouve que les gens ne savent plus beaucoup rire, avoir de l'autodérision, mais qui n'est pas de la moquerie d'eux-mêmes, qui est réellement du rire, de la joie. Et moi, je vis dans une ville où les gens sont très sérieux et les gens ne se touchent pas. C'est très rare d'avoir des personnes qui peuvent lâcher le corps au contact du toucher. Et pourtant, le toucher et de pouvoir aller dans cette vulnérabilité pour se sentir aimé, accueilli pleinement dans les bras de quelqu'un sans que la personne vous demande rien, sans que vous vous sentiez redevable, c'est tellement rare de juste pouvoir toucher, goûter à ça de manière vulnérable, c'est-à-dire qu'il y a un échange. Il n'y en a pas un qui offre à l'autre, c'est qu'on s'offre ce moment ensemble et là au présent, on apprend à sentir l'amour. Le chemin, il est là. Et comment définir encore plus loin un amour inconditionnel ? C'est qu'il y a plusieurs relations au sein desquelles l'amour peut s'exprimer de différentes manières dans nos vies. Il y a les liens avec les collègues, peut-être que cette personne, je la trouve sympa sans plus. Il y a les liens parents-enfants, frères-sœurs, les fratries, les liens de couple, les liens de la relation. Et il y a l'amour conditionnel, l'amour inconditionnel, si on sépare tout simplement. Dans l'amour conditionnel, on donne notre amour en échange de quelque chose, de manière consciente ou inconsciente.
C'est là que ça devient intéressant, de manière consciente ou inconsciente. Ça peut être une qualité magnifique que je vois chez l'autre, ou un confort matériel, de l'affection, de l'attention, du temps de qualité passé ensemble. Et la qualité de cet amour-là, bien sûr qu'elle est inférieure à celui d'un amour inconditionnel, puisque là, l'amour se monnaie, même par des non-dits, des jeux de manipulation inconscients, et on perd à quelque part la beauté de l'amour, qui est normalement, selon ce qu'on dit, gratuit et sans attente en retour. Mais comme on a des blessures et qu'on a envie de les guérir, quand on est dans une relation amoureuse, on va s'appuyer sur des boutons rouges. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je sais quelles sont mes attentes, quelles sont mes limites, qu'est-ce que je peux donner, pas donner, à ce moment-là, quand tous les deux échangent, on peut prendre soin des blessures de l'un et de l'autre. Et aimer ce chemin, aimer aussi ces noirceurs et ces parts d'ombre et ces blessures qui sont là pour aller les remplir de lumière et d'amour ensemble. Dans un amour inconditionnel, on donne son amour sans aucune limite ni attente de retour. Et c'est beaucoup plus difficile à appliquer quand l'autre m'a agacée, quand je sens que l'autre est stressé et qu'en miroir ça me stresse. J'ai pas envie souvent d'aller le prendre dans les bras ou la prendre dans les bras parce que ça m'impacte. Et du coup, l'amour inconditionnel devient difficile, mais c'est un chemin, on peut y tendre. Dans la condition humaine, quand on met tout ça en conscience, on peut y tendre. C'est-à-dire, malgré que je sens ton attente ou malgré ta peur ou malgré que ce n'est pas le bon moment pour moi, parfois, je t'accueille dans mes bras et je te donne cet amour et je le partage avec toi et toi, tu fais de même. Et on va faire du mieux qu'on peut pour le faire de manière plus régulière, tous les deux, toutes les deux, pour construire cet espace relationnel et en faire un jardin plus riche, un endroit plus riche à vivre et plus épanouissant et plus reposant, plus apaisant. C'est d'accepter l'autre dans son ensemble, avec ses défauts, ses qualités, sans chercher à vouloir le ou la changer, mais d'accepter que la personne est en chemin et que vous avez le droit d'être aimé dans votre chemin à chaque instant, même quand vous êtes casse-pied, même quand il y a des choses que vous ne savez pas faire, et l'autre aussi. L'autre personne n'a pas un stade de développement à avoir atteint de manière parfaite pour pouvoir être aimé. Je le redis encore une fois, c'est que personne n'a à avoir atteint un stade de thérapie, de développement parfait pour être aimé et vous non plus. C'est-à-dire qu'on peut tous et toutes être aimés à chaque instant dans notre chemin. La perfection n'existe pas. Souvent, on pense, j'ai des personnes en thérapie et moi j'ai aussi fait un chemin sur la question, qu'il faut avoir atteint un certain stade d'amour de soi, de développement personnel, spirituel pour réussir à pouvoir être aimé. Et en fait c'est un leurre parce que comme mon chemin continue au contact du lien, comme mes blessures se réactivent au contact du lien, passé un certain stade où pendant des mois ou des années, j'ai compris mes schémas, je les ai analysés, décortiqués, j'ai travaillé sur moi. À un moment donné, je dois aller me frotter au porc-épic, c'est-à-dire que je dois aller me confronter au contact du lien qui va me réactiver ces choses très profondes qui m'empêchent de m'abandonner à l'amour pour pouvoir finir le chemin de guérison. Et c'est là que c'est très intéressant parce que le chemin de guérison se fait au contact de la personne. Maintenant, au contact d'une personne choisie, on est d'accord. On peut aimer chez une personne sa finesse d'esprit, sa beauté, sa générosité, toutes ses qualités, sa gentillesse, son altruisme ou sa vivacité ou sa capacité de mise en action. Et on peut aussi de temps en temps aimer sa manière de rester en pyjama pendant des heures, ses petits tocs, ses obsessions quotidiennes, ses contrôles. Parce qu'au bout d'un moment, on sait que la personne est en chemin et ça nous fait rire, ça nous active moins. On regarde ça et sépare ses failles en fait avec tendresse. Et on voit ça comme un kintsugi vivant. C'est-à-dire le kintsugi, c'est un art japonais où quand un vase ou un bol se casse, on va le réparer avec de la résine dorée. Et il est encore plus beau après. Donc c'est pareil pour votre partenaire, c'est quand vous voyez toutes ces failles en chemin, mettez-y de l'amour. On pardonne plus quand on fait ça. Et tout ce qui nous agace chez l'autre, ça prend moins d'ampleur.
Et on donne moins d'importance à ça. On donne moins d'importance et on se redécouvre en permanence. On redécouvre l'autre dans qui il ou elle devient et c'est tellement beau. Et il peut exister entre deux personnes dans une relation du moment que les deux personnes font un réel choix intentionnel, conscient de faire ce chemin et qu'elles savent qu'elles vont être confrontées à des montagnes russes, que dans leur beau voyage, il y aura des tempêtes et des bourrasques et parfois des arcs-en-ciel, parfois on va se reposer sur une île, parfois on va croiser des requins. Voilà. Et ça ne veut pas dire être dans le dévouement, dans le déni de soi, dans la non-limite. Ça peut être dans une affection intense et un accueil. Mais ça ne veut pas dire que je tombe dans l'amour romantique qui accepte tout. Je tombe dans une pureté d'amour intentionnelle, dans une conscience, dans le travail de moi et d'accueillir le travail à deux et d'accueillir le chemin de la relation. Si les personnes abusent de l'amour inconditionnel, ça arrive parfois, ça ne fonctionne pas. Il a des limites cet amour inconditionnel. Et est-ce que c'est possible d'aimer inconditionnellement sans souffrir ? Je ne suis pas persuadée aujourd'hui. Je ne suis vraiment pas persuadée. Parce que si j'ai un amour inconditionnel envers mon ou ma partenaire, ça peut aussi traduire un manque d'amour et d'estime de moi. Si je pardonne tout, je laisse reproduire les mêmes comportements en boucle et en boucle sans limite à une personne, et que j'accepte de me moduler ou de vouloir combler tous ses besoins sans rien demander en retour, ça marque un manque d'intégrité. Ça marque un profond irrespect pour soi, en fait. Alors qu'une relation, elle devient saine quand elle n'est pas à sens unique. Quand une relation, elle devient belle quand l'espace relationnel, il est alimenté par les deux de manière équilibrée. C'est-à-dire que les deux comprennent qu'il y a des choses qui ne sont pas confortables à donner pour elles, mais elles y vont, avec toute leur maladresse, mais elles y vont. Et elles y vont de manière régulière, répétée et dans la durée. C'est pas juste un mois, je fais des efforts et t'es acquis, t'es acquise. Non, c'est je m'engage à apprendre à t'aimer et à apprendre à m'aimer au contact de ça. Et là, on peut parler de quelque chose qui ressemble à de la conscience et de l'incondition. Mais un inconditionnel parfait, étant des êtres de matière qui réagissent et qui se protègent, c'est difficile. Gary Chapman, dans Les 5 langages de l'amour, le petit livre qui a fait le tour du monde maintes et maintes fois, que vous pouvez lire, il y a même un petit résumé du livre qui existe, et j'ai fait aussi une vidéo dessus si ça vous intéresse. Lui, il dit que l'obsession du mythe, de cette illusion de l'amour parfait quand on est amoureux, il n'est pas destiné à subsister toujours. Lui, il dit que c'est une introduction, c'est-à-dire qu'une fois que ça tombe et que les barrières remontent, ça constitue l'ingrédient principal pour entrer dans un vrai amour. Et du coup, le contenu principal de ce livre, c'est vraiment d'apprendre les langages de l'amour de l'autre et d'apprendre ses propres langages de l'amour au fil du temps pour apprendre à mieux s'aimer. Donc, c'est entrer dans un amour qui est raisonné, qui est volontaire et qui est intentionnel. Et il parle que c'est à cet amour-là que les sages nous ont toujours appelés parce qu'il est intentionnel et conscient. Je reconnais que le coup de foudre, l'état amoureux, il est temporaire et il est le fruit d'une expérience sentimentale qui est temporaire. Et que si je recherche le véritable amour à travers ça, ça appartient au domaine de l'émotion et de la chimie. Alors que si je recherche le véritable partenaire en devenant moi le ou la bonne partenaire, on associe ça à une équipe, faire une bonne équipe dans le temps, avec une personne bien trouvée. Et il y a de la raison, mais il y a aussi de l'abandon de soi et du lâcher-prise corporel. C'est un acte volontaire. Et ça exige de la discipline. Ça demande un progrès personnel qui est répété. Et Gary Chapman, il dit que notre besoin émotionnel le plus profond, c'est pas de tomber amoureux, c'est d'être authentiquement aimé d'autrui, de connaître un amour qui procède à la fois de la raison et de la volonté et non d'un instinct primaire. J'ai besoin d'être aimé par quelqu'un qui a choisi de m'aimer et qui voit en moi une personne digne d'être aimée dans le temps,
et qui voit en moi une personne digne de l'aimer dans le temps et auprès de laquelle je me sens en sécurité et je me sens exister, pouvoir exister dans toutes les dimensions de mon être et mes failles et mes blessures à l'instant T. Cet amour-là, il fait intervenir un effort, une discipline répétée. C'est une décision de consacrer notre énergie, mon énergie au profit de l'autre. Pas tout le temps, on est d'accord, mais je m'investis dans ce lien parce qu'il est important pour moi ce lien et je souhaite le conserver, donc je m'investis aussi dedans. Et sachant que quand je fais ça et que je me laisse sentir l'impact que ça a sur la relation, que la vie elle est enrichie par ces efforts-là, on appelle ça un stretching en imago, quand je donne de la sécurité et ce cadeau à mon ou ma partenaire d'apprendre à l'aimer dans son langage, dans ses langages, ma vie à moi, elle sera apaisée en retour. Mon sentiment d'être aimé va être aussi en retour. Parce qu'on va éprouver une satisfaction d'aimer correctement l'autre et d'être aimé en retour. Et là, l'amour, il se multiplie. Il se multiplie par 10, par 1000, par des millions. Et y a plus, on parle plus de l'euphorie du coup de foudre. En fait, le véritable amour, il peut se mettre en place quand il peut pas être là tant que l'amour obsessionnel ou illusoire de l'inconditionnel n'a pas disparu. Parce que quand on est dans cet état-là, on est mu par une force qui est pulsionnelle, qui est un instinct qui transcende notre comportement normal. Puis quand ça retombe, le retour à la réalité, il fait mal souvent. Ce petit truc que je trouvais mignon chez l'autre, ça commence à m'agacer profondément et c'est là que le vrai amour y commence. Et à ce stade, souvent, moi, je vois les couples arriver qui me disent « Ah, mais j'aimerais bien retrouver nos débuts. » Et soit il y a des fuites qui arrivent dans la relation, des distances, soit ils se séparent, ils se divorcent, ou ils commencent à avoir des conflits récurrents, ou soit beaucoup partent à la conquête d'une nouvelle expérience amoureuse. De ce truc de « Oh, il n'y a plus, l'herbe elle est plus verte ailleurs, si je ressens plus ce sentiment amoureux, ça veut dire que c'est pas toi. » Et je deviens un amoureux de l'amour, mais de l'état amoureux, de ce besoin euphorique d'être amoureux. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont travaillé là-dessus, et ça c'est un grand sujet, et d'où le mot la limérance, en fait, qui évoque vraiment cette différence entre cette réalité illusoire et le réel chemin. La limérance, c'est un état en fait mental, psychologique par lequel la personne elle ressent ce sentiment-là qui est carrément une espèce de soit d'obsession pour l'être aimé, soit d'illusion permanente. C'est un sentiment merveilleux, il fait pousser des ailes et ça nous dépasse et ça devient waouh, quelque chose qui me transcende en fait. Et c'est un peu une maladie de l'amour qui m'affecte inconsciemment, qui me met dans un état illusoire, dans un scénario en fait tout créé, que cette personne, elle est la personne parfaite à tous les plans. Et ça veut dire que j'idéalise ce que la personne peut me donner, ce qu'elle représente, je la mets sur un piédestal. Et en fait, je vois pas dans la réalité de quoi elle nourrit réellement le lien dans la matière, ou de ce que moi, je peux sentir de cet amour. Et ça peut être une source de souffrance, mais amère, vraiment, dans le temps. Les personnes qui n'arrivent pas à s'engager dans un réel chemin et qui sont en permanence en recherche de cet état-là, elles souffrent à terme parce qu'elles n'arrivent pas à s'abandonner à l'amour et à se confronter au réel travail que ça implique. Quand dans la matière, dans mon système nerveux, dans mon corps, je vais me confronter à ça. Et ça met dans une incapacité d'aimer en fait de manière saine, mais on peut en sortir quand on a compris et qu'on apprend à faire autrement et à sentir autrement. Il y a des techniques pour faire ça. La limérance, c'est aussi une conséquence d'une attirance romantique pour une personne qui est liée à l'extrême et d'un besoin en fait qui part d'une peur d'être dans un amour réciproque, mais ça part d'une peur. Et souvent, c'est les personnes qui ont des TOC qui ont ça, et les neuroatypiques, les extrasensibles, les personnes très blessées. Et c'est un état, en fait, involontaire avec des pensées et des comportements, des pensées envers l'autre,
l'autre est tout le temps dans mon esprit et je n'arrive plus en fait à vivre ma vie sans que l'autre soit omniprésent. Et ça fait souffrir. Ça, c'est de la dépendance. Et ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est pas un chemin d'amour où tous les deux apprennent à être libres, mais ensemble, dans un choix d'être ensemble. Il y a des personnes, moi je travaille avec des personnes, je connais beaucoup de personnes qui n'ont pas eu cet état de coup de foudre, de lune de miel du début, et qui sont directement entrées dans un chemin conscient. Et parfois c'est plus sain, parce qu'après quelques défaites amoureuses, elles ont compris que c'est la personne trouvée en face, elle va m'appuyer sur toutes ces blessures de toute façon, et elle a des valeurs de vie communes, on a des souhaits de vivre quelque chose qui se ressemble, et on décide tous les deux de se choisir et de se rechoisir tous les jours, tous les mois, toutes les années, et on fait ce chemin ensemble, et ça c'est sain. C'est sain. La limerence, elle arrive à partir d'une peur totale qui est souvent inconsciente, du rejet, mais qui en fait est quelque chose de très profond inscrit en moi de ce que j'ai vécu dans ces premiers mois de l'enfance. Et ça, souvent, ça met dans un état extrême de labilité émotionnelle. Par exemple, mon humeur, elle varie tout le temps. Je suis instable, j'ai des manifestations émotionnelles, des grosses fatigues ou des pétages de câbles, je m'énerve ou je fuis. Et ensuite, j'ai envie de tout donner à l'autre. Et j'oscille en fait entre toutes ces choses, entre des débordements, des retraits, des débordements, des retraits, des larmes, des sentiments d'étouffement. Et ça peut durer très très longtemps si je recherche pas de solution pour me sortir de ça. C'est vraiment une dépendance. Je vais m'adapter à mes goûts, au goût de l'autre personne, et j'abandonne carrément d'autres aspects de ma vie que j'aurais choisi par moi-même si l'autre personne n'était pas là. Donc ça revient à du déni de soi. Et souvent on fait ça dans un sens en s'oubliant, en faisant dans l'acte pour les deux, en entretenant l'espace relationnel. Et de l'autre côté, comme la personne a le schéma inverse, elle va tout faire pour fuir et ne surtout pas sentir l'amour, le corps et la vulnérabilité. Et tous les deux ont cette croyance de cet amour illusoire qui va revenir. Quelle que soit la situation dans laquelle je commence ma relation, qu'il y ait eu un coup de foudre ou pas, on éprouve des sentiments intenses à un moment donné et les réactions, les émotions de l'autre personne, on les éprouve à l'intérieur de notre corps. Et puis, dans une relation saine et engagée, on apprend en fait à manager tout ça. On apprend à trouver l'équilibre en soi et à deux au contact du lien et au contact de la relation dans le temps. C'est ça qui diffère, c'est cette intentionnalité. Et pour ça, je dois mettre en lumière les parts de moi qui me régissent, qui sont du mental, de l'éther ou de l'inconscience ou de la blessure. L'idée, c'est aussi de ne pas idéaliser notre partenaire comme parfait ou parfaite, mais c'est vraiment de l'aimer avec toutes ses tares, ses défauts, ses tocs, ses blessures, et d'apprendre à... Plus je vais lui donner de la sécurité et de l'amour, plus la personne va se sentir aimée, et plus elle va guérir ses failles, et inversement. Et là, je fais ce choix vraiment, vraiment conscient. Et c'est un marathon. Pour faire un marathon, on s'entraîne. On va pas dire demain je fais un marathon. C'est un entraînement permanent en fait. Et dans ce choix permanent, tous les deux apprennent à identifier les besoins, à se les verbaliser, à affronter la peur de communiquer à l'autre et la peur de se laisser exister et la peur de laisser exister l'autre. En Imago, on a des techniques pour apprendre « je ne meurs pas lorsque je laisse exister l'autre » dans les deux sens. L'amour sans limite, il peut être très destructeur parce qu'il n'y a plus aucune barrière qui permet de garantir le respect de son intégrité, de sa personne et de son état en fait actuel. Et quand on permet à l'autre de refaire des fautes morales, de nous traiter mal, de nous maltraiter, de nous crier dessus, de ne pas nous répondre, de faire des punitions par le silence, sans s'éloigner de lui ou d'elle, finalement, à quel respect j'ai pour moi-même si je fais ça? Alors que je peux aussi me dire, non, moi j'ai envie de cet amour conscient, de ce bel amour qui se construit. Et c'est difficile de quitter une personne. Mais il vaut mieux quitter une personne qui n'a pas envie de vous choisir pour faire ce chemin,
plutôt que de rester dans cette limerence et dans cette illusion pendant des années, des miettes que potentiellement vous allez recevoir. Si vous restez dans une relation, par exemple, imaginez, c'est comme si vous disiez à l'autre « Fais-moi tout le mal que tu veux, je resterai toujours auprès de toi. » Waouh! C'est malsain. Et dans l'autre sens, la personne n'a pas la possibilité de faire sauter ses contrôles. Donc ça veut dire qu'elle va toujours contrôler et tous les deux restent dans un schéma de peur de l'abandon dans l'amour. Et c'est triste, on peut faire mieux. Vous avez la capacité de faire mieux. Chaque être humain a la capacité de retrouver cet équilibre. Et quel équilibre donner à un amour inconditionnel, sans entrer dans forcément une relation perverse de contrôle, de manipulation permanente, de conflit permanent. Il y aura toujours quelques déséquilibres dans une relation de couple quand une des deux personnes aime plus, aime différemment. Il y a autant de manières d'aimer que d'êtres humains sur Terre. Mais si on a un des deux qui aime inconditionnellement et l'autre non, il y a un énorme déséquilibre. Quand j'aime inconditionnellement, je m'oublie. C'est comme si je ne me donnais pas le droit d'exister dans la matière. Je laissais le droit de tout se passer. Mais non, ça c'est pas ok. C'est pas ok, il n'y a pas de limite. S'il y a cette asymétrie-là, ça entraîne une souffrance de part et d'autre. Et celui ou celle qui aime plus intensément en s'oubliant va souffrir de ne pas être aimé à la même hauteur. Et celui ou celle qui reçoit l'amour inconditionnel va souffrir d'être étouffé par l'amour de l'autre. Et d'être son unique source de satisfaction sur Terre. Mais ça ne marche pas. Un chemin d'amour conscient, c'est quand toutes les deux ont des activités propres, des amis propres, des choses, des missions de vie propres, et qui choisissent de se retrouver dans l'espace de la relation pour partager de la tendresse, faire l'amour, du temps de qualité, toutes ces choses à certains moments, et qu'ils l'entretiennent de manière régulière, cet espace. Régulière. Mais quand il y a ce choix et que le reste du temps, chacun vit sa vie en étant nourri parce qu'on sait que cette base de sécurité est là. Ça enlève la dépendance. Et l'état amoureux inconditionnel, il est incapable de s'épanouir et de trouver un autre accomplissement en dehors de la relation, en fait. Donc pour rester équilibré, c'est important que le couple s'aime de force égale et que chacun respecte l'indépendance de l'autre et accepte l'interdépendance, c'est-à-dire que on sait tous les deux consciemment que si l'un des deux arrête de nourrir cette relation, elle va s'éteindre ou elle va pas aller. Au tout départ de la relation, coup de foudre ou pas, le cerveau il est conçu pour aimer et être aimé. Et il y a ce rêve d'amour inconditionnel. Et au début de la relation, c'est ce qui se passe. On se découvre, on se drague, on se séduit, on se montre sous le plus beau jour. Ou alors on se montre tous les défauts, mais on voit que waouh, il y a du potentiel et donc on est dans cette illusion. Puis quelques mois ou années plus tard, le cerveau rationnel il prend le dessus, le mental, l'éther prend le dessus. Et on supporte plus ces petites choses qui nous agacent parce qu'on est de nouveau dans la blessure qui se réveille. Les amours qui durent, c'est souvent ceux dans lesquels je constate les défauts de l'autre, ses manquements et je suis indulgente et accueillant envers ça. Et je peux à terme même avoir de la tendresse pour ces parties-là. J'ai envie d'en prendre soin autant que de prendre soin de la personne. Et pour autant, les limites sont claires. C'est-à-dire que les bornes et les fautes morales ne sont plus possibles. Et les fautes morales trop graves ne sont plus possibles. L'irrespect trop grave n'est plus possible, sinon c'est la rupture. Donc l'amour inconditionnel, il peut être vu aussi comme une étape à vivre et à franchir dans une relation. Une étincelle ou pas, ou un rêve, mais ça passe. Pour vivre un amour sain et équilibré, il doit évoluer cet amour, grâce à de la communication, de l'accueil mutuel, de l'empathie, du respect mutuel et un entretien de la relation dans les différents langages de l'amour de l'un et de l'autre, qui est un choix et qui est dans la durée et de manière régulière. Ça, c'est les ingrédients magiques. Souvent aussi, on dit que ceux et celles qui restent dans un état d'amoureux inconditionnel restent dans un état en fait bloqué dans l'enfance, très infantile, qui refuse de grandir
de prendre des responsabilités, d'évoluer dans leur manière d'aimer. Et c'est les contrôles infantiles qui pour être aimé, l'enfant apprenait à contrôler de telle manière et il a appris à faire ça, ou elle, dans la relation. Et en tant qu'adulte, je peux pas sortir de ça. Et ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas et je peux pas me débrouiller. Si je contrôle tout le temps l'autre, je peux pas me débrouiller. Et si je suis tout le temps contrôlée, je peux pas me débrouiller non plus dans cette prise de responsabilité, dans cette maturité émotionnelle. Et du coup, on peut faire un travail sur soi-même en thérapie ou aller faire des thérapies de type imago et plonger vraiment dans une introspection au niveau de son enfance. Qu'est-ce qui reste de ma honte, de mon humiliation, qui réagit aussi fort, qui fait que j'ai tellement peur de prendre le risque de l'amour, tellement peur du rejet ou de la perte. Si je m'abandonne, je risque de perdre ou je risque de sentir mes manques en fait, mes manques affectifs que j'ai eus. Et quand je sors alors de cet amour inconditionnel, je peux apprendre à avoir des échanges matures et à entrer dans la vulnérabilité profondément sans avoir peur. Je peux prendre ce risque, je peux apprendre à aimer sans envahir ni étouffer l'autre, dans un amour qui est épanouissant, qui est partagé, qui est interdépendant, mais qui est sain, qui est libre, Il y a plusieurs types d'amour, hein. Il y a les définitions grecques que je connais plus, agapé, eros et compagnie. Il y a l'amour-amitié, qui inclut l'amitié pour certaines personnes comme un unique ingrédient. Des personnes qui sont que dans l'organisation, le rire et pas beaucoup dans la vulnérabilité, au final. Il y a l'amour entiché, coup de foudre, il n'y a que la passion et cet état que j'ai décrit. Il y a l'amour vide, il n'y a que l'engagement, mais finalement chacun vit sa vie et on ne se connecte pas. Et comment vivre un amour romantique et conscient dans lequel l'intimité, la passion et la vulnérabilité et l'amitié se rencontrent? Bonne question. Les grands ingrédients d'une belle relation, c'est faire une bonne équipe. C'est quelqu'un qui partage des valeurs communes, qui regarde dans une direction commune, dans ce qu'il ou elle a envie d'apporter et de vivre dans cette vie. C'est de l'amitié, c'est de l'engagement, c'est de l'intimité, beaucoup d'intimité et beaucoup de pouvoir se sentir en sécurité quand je suis dans cette intimité avec toi. Toi qui partages mon lit, ma vie, mon cœur et mes secrets. Et de la manière dont vous allez mélanger tous ces ingrédients, vous aurez un type de relation ou une autre. Et vous allez avoir une super belle recette. Et c'est à vous de vous poser la question. Comment j'ai envie d'être aimée et comment je suis prêt ou prête à aimer aujourd'hui? Une relation qui est basée que sur un de ses composants, s'il n'y a que le sexe par exemple, elle finit par se dissiper dans le temps. Ça suffit pas. Et des fois, même l'amour ne suffit pas. Deux personnes peuvent s'aimer avec tous les ingrédients très forts, mais tout à coup, l'un des deux veut vivre une mission de vie dans un autre pays et l'amour, il suffit pas. L'amour, c'est un choix à deux et c'est une équipe. C'est aussi des décisions et des projets à deux. Dans n'importe quelle relation d'ailleurs. Sinon, la relation, si elle n'est pas à sens unique et entretenue par les deux dans une vision commune, elle ne peut pas perdurer. Moi, j'aime bien aussi dire l'amour complice. C'est quand il y a de l'intimité et de l'engagement, mais sans qu'il y ait de la passion. Il y a de l'affection, de la tendresse, du rire et la décision d'être ensemble. Et quand la passion, elle a pris fin, le fait de cultiver cette vulnérabilité fait que les paillettes reviennent en fait régulièrement et l'union, la confiance, le respect, l'affection, la tendresse continuent d'exister. Et je vois des couples qui se reconnectent et vivre ça au quotidien et c'est très 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 beau et c'est beaucoup plus sain qu'un amour fou qui est basé sur la passion et l'idéalisation de l'autre. Un amour accompli, c'est quand tous ces beaux ingrédients ils se rencontrent et qui durent dans le temps parce que tous les deux les alimentent. Ils peuvent varier, parce que dans une relation, quand il y en a un qui vit un chômage, l'autre qui vit quelque chose de difficile dans la peur, une maladie, bien sûr que ça varie. Mais quand elles sont toujours présentes quand même dans le temps, que l'attirance physique elle est cultivée, qu'il y a de la finesse d'esprit partagée, une grande affection, de la confiance, cette sécurité et la décision de rester ensemble, bien sûr qu'il y a des hauts et des bas dans chaque relation, mais quand il y a cette décision de faire travailler le couple pour cultiver ces ingrédients et continuer de faire des bonnes recettes, c'est de l'amour accompli.
à tous les niveaux. Donc il y a vraiment autant de définitions de ce qu'est l'amour aujourd'hui dans ma vie que de personnes sur Terre et de construction biopsychosociale. Donc, savez-vous aujourd'hui, vous, quel genre d'amour vous vivez dans votre relation? Ou si vous êtes seul, quel genre d'amour vous avez vécu ou vous souhaitez vivre? Et quelles sont les variations dans votre relation au fil du temps? Qu'est-ce que vous faites pour devenir le ou la bonne partenaire? Pour vous intéresser au langage de l'autre et voir ce qui est confortable ou pas? Et c'est important de faire mûrir tous ces ingrédients qui sont déjà présents en vous. Il suffit juste d'aller les repêcher et de donner à cet enfant intérieur tellement d'amour et qu'il puisse se sentir en sécurité pour devenir mûr aujourd'hui dans l'adulte que vous êtes et présent dans votre relation de couple, afin qu'il ne s'étiole pas, il ne se perde pas au fil du temps. Et trouver de quoi semer ces belles graines et les moyens de les récolter. Et ça, c'est la recette de l'amour. Et il reste plus qu'à tout faire mijoter. Moi, je vous dis merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager si ça vous plaît. Ce moment de philosophie autour de l'amour et à tout bientôt sur cette chaîne.